Bonjour, bienvenue pour ce nouveau DVD GTI Mag. Nous sommes ici chez IMSA, spécialiste bordelais et maître d'œuvre de cette BMW Bad Rider. Après un DVD best-of, Manicourt 2004 et le SEMA Show, nous vous invitons à découvrir l'actualité française et étrangère, mais aussi les plus belles voitures du moment. On passe tout de suite au sommaire en revue. Nous vous présenterons en premier l'incroyable TT Bull Road Car, dévoilé au Paris Tuning Show et qui fait la couverture de ce numéro d'été. Nous irons tout de suite après, loin de Bordeaux et de Paris, à Tokyo, au Japon, pour le Tokyo Auto Salon. Et comme vous êtes tous des fans de japonaises surpuissantes, nous nous sommes mis en chasse d'un modèle unique en France. Après cette Supra bestiale, rien de tel qu'une petite séance de drifting. Pour ça, on va retourner au Paris Tuning Show 2005 avec le Yokohama Drift Show. C'est toujours au Paris Tuning Show que notre équipe a découvert pour vous la plus belle New Beetle actuellement sur nos routes. Une superbe réalisation française qui nous amène tout directement au meeting tuning de l'Est, le premier rendez-vous GTI Mag de la saison. Et pour finir, honneur à celle qui fut la vedette de notre précédent numéro, cette BMW Bad Rider. Tout l'univers de GTI Mag en images, c'est maintenant. Bienvenue dans l'univers de GTI Mag. Comme on vous l'a dit, on commence tout de suite par la star du 10e GTI Tuning International. Cette Audi TT est le fruit d'une étroite collaboration entre Bullrut, Océan Événements, West Coast Cruisers et bien sûr GTI Mag. Les habitués du plus grand meeting européen savent que tous les ans une tombola est organisée avec pour premier prix le projet de l'année. En 2005, c'est le 10e anniversaire, il est donc normal que le projet vedette soit le plus abouti possible. On peut dire que vous êtes gâtés. Non seulement la base ne manque pas d'attrait, mais en plus, la prépa est digne de ce nom. Le feeling est parfait. Le style camouflage, les big jantes chromées, les sobres modifs carrosserie et la garde au sol rase bitume rendent la TT racée et unique. Les vénards qui ont assisté à sa première sortie au Paris Tuning Show 2005 ont pu se rendre compte de sa qualité de finition et voir que physiquement, elle en impose. Cette année, le staff de GTI Mag a laissé le soin à Océan Événements de s'occuper de la réalisation du projet annuel. Océan Corner et Océan Événements sont chargés de trouver les partenaires et le maître d'ouvrage. Une fois tout ce petit monde réuni, les travaux peuvent commencer. Il s'agit de trouver une base intéressante, sûre de plaire aux amateurs et qui corresponde aux désirs des sponsors. Bullrut, le partenaire principal, possède un droit de regard sur le design du projet. Celui-ci doit correspondre au style Bullrut. West Coast Cruisers accepte le rôle de maître d'ouvrage, son expérience et ses connaissances étant jugées indispensables. Après quelques mois de recherche stylistique et de réalisation, l'Audi TT est enfin prête et pour la première fois vous pouvez l'admirer en mouvement. Heureux celui qui repartira à son volant le 24 juillet, après le tirage au sort. Tout d'abord, c'est la livrée noir mat et vert militaire qui attire l'œil. Les deux couleurs sont bien proportionnées et épousent parfaitement les lignes originelles. Vous aurez également remarqué la partie noir brillant centrale. Les jantes P&W Wheel en 19 pouces remplissent convenablement les arches de roue et la finition chrome est en adéquation avec les parties chromées de la carrosserie. Yokohama est logiquement sollicité pour fournir les 215-35. Les roues cachent des disques de frein Bremtech associés à des plaquettes EBC apportées par Mécatechnique. La ligne d'échappement est confiée à Prowler, spécialiste en la matière. Pour parfaire le tout, quoi de mieux qu'une suspension pneumatique fournie par LR Diffusion. Celle-ci autorise un large débattement et surtout permet de coller le TT au sol. Autre modif importante, les portières. Un système LSD venu directement du spécialiste Erol est installé et il faut bien avouer que les portes Lambo de cette qualité est un plus indéniable au look de l'Audi. Dernière touche de bon goût, l'aileron carbone apporté par Too Hot
rappelle qu'un TT est un véritable véhicule racé et performant. Et enfin, pour conclure, les transformations extérieures, un traitement de vitre est effectué par Glass Protect. Choisi en noir, pas trop foncé, le traitement garantit une protection efficace contre la chaleur et donne un air plus massif à la Bull Road Car. L'habitacle est confié à Superbe Sellerie. L'atelier a la charge de lier le style extérieur à l'intérieur. Le défi est relevé et une application cuir alcantara camouflée est décidée. Du beau travail. Enfin, un projet de cette envergure se doit de posséder une sono haut de gamme. C'est chose faite grâce à Star Sound, nouveau venu sur le marché et qui garantit l'atomisation de tout un pan non averti. Meguiar's est le fournisseur de produits de nettoyage et d'entretien le plus réputé au monde. Il est donc normal qu'avec des accessoires haut de gamme et une peinture de cette qualité, Meguiar's soit le partenaire idéal du TT Bull Roth. Alors, c'est pas une caisse qui tue ça ? On est sûr qu'un bon nombre d'entre vous se verraient bien cruiser dedans, sono à donf et sourire jusqu'aux oreilles. Alors n'oubliez pas, lors de la grande messe du tuning les 23 et 24 juillet, de déposer votre bulletin de participation dans l'urne prévue. Le 10e GTI Tuning International promet pour son anniversaire d'être une tuerie mémorable, si en plus il est possible de repartir avec la Bull Road Car, alors là, c'est grandiose. On vous laisse encore quelques instants sur ces images de la TT. Nous, on fait nos bagages et on s'envole au Japon pour le Tokyo Auto Salon, à la découverte du tuning nippon. Le temps d'un claquement de doigts et on est là-bas. C'est pas beau ça ? La scène tuning internationale est constituée de voitures de toutes origines. Chaque continent, chaque pays où le mouvement tuning est présent se caractérise par ses préférences automobiles. Bien entendu, les constructeurs nationaux représentent la plupart du temps le premier choix des tuneurs. Et bien sûr, un bon nombre de constructeurs ne s'exportent pas sur les autres continents. Ce qui fait qu'au bout du compte, on est sûr de trouver des caisses tapées complètement inédites, comme c'est le cas quand nous, petits Européens, nous allons aux États-Unis. Cependant, cette règle ne s'applique pas à tous. Un seul pays arrive à exporter ses véhicules sur tous les continents et à assurer la présence de ses constructeurs sur n'importe quelle scène tuning. Ce pays est le Japon, où nous sommes et où on va découvrir le meilleur de la production nippone. Certains peuvent penser que de se rendre au Japon est inutile, puisqu'on trouve des japonaises sur n'importe quel salon et meeting. Oui, mais non. Ici, on a les préparations les plus abouties et les plus démoniaques. Et comme les japonais sont assez protectionnistes, il est rare de les retrouver ailleurs. Au Japon, il y a un savoir-faire indéniable qui mérite le détour et un grain de folie qui anime les gens hyper intéressants. À croire que tous les habitants d'une île sont vraiment à part. Si on compare le Japon à l'Angleterre, on s'aperçoit que des similitudes existent. Ce sont ces deux peuples qui montrent le plus l'envie de se démarquer. Mais il faut souligner que les Japonais sont certainement plus pudiques que les Anglais et surtout plus nombreux. 130 millions de Japonais se partagent la petite île et pas loin de 30 rien qu'à Tokyo. Ça aussi, c'est un fait de société important. Le peu d'espace donne envie de s'évader, et pour ça le meilleur moyen est de trouver un exutoire.
une caisse performante en est un. Si en plus elle est préparée et personnalisée, on a à la fois l'exutoire et la reconnaissance. Le meilleur moyen pour vérifier la présence de caisses fixées à l'extrême est de se rendre au Tokyo Auto Salon ou alors se diriger vers des concentrations nocturnes un peu moins officielles. Dans ce type de réunion, le contact avec les amateurs est cool et plus aisé, même si avec les meilleures intentions on ne comprend rien à la langue japonaise. Mais on se débrouille quand même, no susai. On commence le périple par le Tokyo Auto Salon 2005. Très attendu par des dizaines de milliers de visiteurs, il regroupe sur plusieurs halls d'expo les plus belles prépas du moment, tous constructeurs, tuneurs et amateurs confondus. Il se déroule sur 3 jours pendant lesquels les allées ne désemplissent pas et les charmantes hôtesses ne cessent de sourire et nous faire coucou. Comme vous le voyez, les nanas nippones sont présentes sur tous les stands. Elles adoptent toutes les chorégraphies plus ou moins originales et des attitudes quasiment identiques. Exception faite de 2 stands, Veilside, où l'ambiance années 30 version 3e millénaire fait impression auprès de la jante masculine, et le stand Yokohama, où les petites donzelles ont un comportement très mannequin, à la limite hautain avec une sorte de choré qui s'apparente plus à un défilé de haute couture qu'à autre chose. C'est franchement décalé, mais nous, on trouve ça bien et original. Ce qui est drôle quelque part, c'est que beaucoup de visiteurs et de journalistes ne viennent au salon que pour shooter les babes japonaises. On a vraiment l'impression que les caisses, pourtant hallucinantes, ne les intéressent pas. C'est ouf, non? Pas tant que ça. Alors ok, on vous balance quelques images des plus belles créatures japonaises. Bon, c'est pas le tout, on est là pour les caisses, alors allons-y. On commence par la Mazda RX-7. Au Japon, cette voiture appartient à la légende. Et même si elle est remplacée par la RX-8, elle reste une valeur sûre et suscite toujours un grand intérêt de la part des tuneurs. Son moteur rotatif plaît toujours autant et sa ligne racée est quasi éternelle. Elles sont traitées à toutes les sauces et se voient souvent adopter des éléments venant de constructeurs différents. Au tableau des modifs récurrentes, la face avant, les projecteurs font souvent l'objet du délit et les feux arrière qui sont la plupart du temps changés ou habillés. Petit détail intéressant, le déplacement des rétros sur les ailes avant. Un effet assez rétro et très esthétique. Bien que toutes différenciables, les RX-7 du salon sont traitées avec un pur esprit racing. Les peintures sont empruntées aux écuries engagées en compétition et ça déchire pas mal. Les accessoires carrosserie sont plus des éléments aérodynamiques qui viennent dénoncer la préparation moteur, qui elle est tout de même le point de départ d'une personnalisation à la japonaise. Les habitacles ne sont pas en reste, les sièges baquets et autres manomètres sont à l'honneur, bref, c'est aussi très racing tout ça. Nous on a retenu avant tout 3 Mazda RX-7. La première est la plus délire et assez manganesque. Sous une livrée or couleur chair aux ateliers Top Secret, la RX-7 présente une déco originale et quelques détails pas mal amusants. Regardez les embouts d'échappement en forme de cœur qui, avec la déco, trahissent la passion du propriétaire envers les dessins animés japonais. On aime ou on n'aime pas, mais c'est très bien réalisé, inédit, et à notre avis, ce petit côté kitsch n'enlève rien au look racé de la Mazda. On s'arrête 2 secondes sur les jantes que les plus assidus auront repérées. Il s'agit de modèles MAE, généralement visibles sur les vaisseaux roulants germaniques et principalement sur Mercedes. Évidemment, le moteur est revu pour accueillir encore plus de pur sang avec toujours le souci de finition. La deuxième, dans sa robe violette, accuse d'un énorme travail d'adaptation. Toute la face avant est virée pour adopter celle de la RX-8. Évidemment, les 2 versions étant de même philosophie, le résultat est un hybride absolument réussi.
Le compartiment moteur est lui aussi à la fête. Le chrome et les durites silicone bleu soulignent parfaitement la prépa, vous avez remarqué sans doute. La dernière est à notre sens la plus remarquable. Même si on ne s'en aperçoit pas forcément à l'image, la finition et la qualité de la réalisation sont à un poil de la perfection. Cet RX-7 qui trône sur le stand Yokohama est un exemple de sobriété à la japonaise. Peinture unie qui claque, capot, déflecteur et aileron en carbone. L'aileron est assez massif, avec 2 plombs et de superbes pieds de fixation eux aussi en carbone. Perso, on adore les appendices aérodynamiques avant et arrière, ils sont agressifs à souhait, sans pour autant dominer les lignes esthétiques de la caisse. Les jantes Yokohama sont d'une finesse absolument démentielle et se marient parfaitement avec la RX-7. Dommage que ces jantes ne soient pas importées en Europe. Après Mazda, on se met à la recherche de la 350Z, une caisse devenue rapidement une base incontournable de la scène tuning internationale. Là, on a de tout. Traitement sobre, kit large, style drifting. Bref, tout possesseur de ce modèle ne peut que trouver son bonheur au Tokyo Auto Salon. La Nissan est partout, impossible de se faire une allée sans tomber sur une 350Z qui déchire tout. En parlant de la 350Z, on se sent obligé de causer de sa fausse sœur jumelle en production chez le constructeur Infiniti, qui à l'image de Lexus pour Toyota appartient à Nissan. La Skyline est une sorte de 350Z mais un peu plus classe. Ses lignes sont plus douces, la face est moins agressive et les blocs optiques arrière sont plus massifs et moins racés. Chez Top Secret, la Nissan et la Skyline sont exposées ensemble et nous devons avouer une petite préférence pour l'Infiniti, sans doute due aussi au fait que le modèle est quasi inconnu en Europe. Bon, on vous laisse apprécier quelques secondes les chocars et nous on se met à la recherche de la légende et on vous sélectionnera les plus dignes représentants. Abtal. Nous voilà de retour, ça vous a plu? Alors maintenant voici notre sélection de la plus mythique de toutes les Nissan, la Skyline. Inutile de vous la présenter, tout le monde passionné de voitures connaît, et bien sûr au pays du soleil levant, on ne compte plus le nombre de Skyline, qu'elles soient d'origine ou préparées à l'extrême. Vous connaissez tous la réputation de son 6 cylindres biturbo et de sa capacité à développer du bourrin. Au salon, ce sont les plus beaux exemplaires qui sont exposés. On peut dire que vous êtes gâtés. Quand on n'a pas l'habitude de voir cet engin sur les routes, ici ça en devient carrément énervant. Il y en a trop. Et rares sont les Skyline qui ne méritent pas le coup d'œil. Bon allez, assez de blabla, on va faire comme vous, on se pose et on s'en met plein les yeux. On s'arrête quelque temps sur cet engin tout droit sorti de l'imagination d'un tuner particulièrement perturbé par les séries animées. On vous met au défi de trouver la base de ce délire à 6 roues. On vous le fait voir sous tous les angles et après on vous dira de quel véhicule il s'agit. Une petite idée? Non? Eh bien c'est une Nissan Micra. Quand on imagine l'origine, on se rend compte de l'ampleur des modifications. C'est clair, c'est peut-être beaucoup de travail pour un résultat un peu trop marginal, mais franchement, c'est bien délire et ça attire la foule. Après cette petite parenthèse, on se met à la recherche des monospaces et autres SUV. La recette est pratiquement toujours la même, ligne massive, garde-sol inexistante, jantes de grand diamètre et remarquez le carrossage. Sous certains angles, on a l'impression que la roue est carrément en train de se barrer. Ce qui est sûr, c'est que les caisses sont montées sur suspension à air. Il est évidemment impossible de rouler dans de telles conditions. On s'arrête sur ce stand où les monospaces exposés sont particulièrement bien équipés, surtout en ce qui concerne la sono. Les installs sont propres et bien finis, le son est de qualité, c'est une véritable invitation au voyage.
Le clou est enfoncé avec cette install multimédia. En dehors de sa qualité, c'est l'utilisation de la lunette comme écran de projection qui étonne. D'une part, le rétroprojecteur est parfaitement intégré dans le ciel de toit, et d'autre part, l'effet sur la lunette est tout simplement magnifique. Une sacrée bonne idée à retenir. Puisqu'on est dans le son et lumière, autant vous montrer quelques prépas et accessoires soulignés par une ambiance lumineuse très électrique. Quand c'est bien fait, c'est plutôt agréable. Le Japon, c'est aussi le pays de naissance du drifting. Il est donc normal que le Tokyo Auto Salon soit un digne représentant de cette discipline. Ne vous excitez pas, les caisses ne sont qu'exposées, il n'y aura pas de démonstration. Mais ne vous inquiétez pas, Didier vous l'a dit, on retourne tout à l'heure en France pour le Yokohama Drift Show. Et vous allez voir, ça déménage. Bon, ce n'est pas le tout, le temps passe et on a rendez-vous dans le centre de Tokyo pour ensuite se rendre sur un parking où nous attend une concentration de caisses tapées amateurs. On vous laisse sur ces images de japonaises furieuses et de stands remplis de charmantes hôtesses et on se retrouve un peu plus tard. Après un saké et un remarquable Kobe beef dans le centre, on se retrouve donc sur le parking prévu. Premièrement, on plante le décor. On est au beau milieu du croisement de plusieurs voies rapides en hauteur, on a l'impression de se retrouver en plein jeu vidéo. Deuxièmement, les caisses des particuliers sont à tomber par terre. De la Nissan Skyline et 350Z à profusion, de la Sub, de la Lexus, bref, on hallucine, toutes préparées. On a même trouvé un gars qui nous explique que sa 350Z revient à près de 150 000 €. Faut dire que la prépa moteur est méchante et que l'habitacle ressemble plus à un cockpit de F-16 qu'autre chose. Et croyez-nous, il n'y a rien de bidon. Tout se déroule dans une bonne ambiance, les gars mixent sur des platines directement reliées au sono des caisses, les nanas se trémoussent, bref, c'est la teuf. Mais ce qu'on attend, c'est que les gars fassent tourner leur turbine, on a envie de voir ces monstres en action. Seulement, on est au Japon, les règles sont strictes et les Japonais sont fortement disciplinés. D'ailleurs, la police nippone est là et veille au grain. Et dès que minuit sonne, elle demande à tout le monde de gentiment regagner les véhicules et de se diriger vers la sortie. Donc, pas d'action ce soir. C'est donc sur ces souvenirs que l'on repart de Tokyo avec regret, certes, mais une Supra nous attend dans l'est de la France. Apparemment, elle propulse. On espère que le rédac chef de GTI Mag ne s'est pas planté, car après tous les monstres qu'on a vus ici, on veut du lourd. Ça y est, on s'est tapé les 15 heures d'avion et on s'est rendu directement en Alsace où nous rencontrons Eric, le proprio de la Supra. Premier constat, la rédaction GTI Mag a encore fait le bon choix. Cette caisse est vraiment d'enfer. Allez, on envoie le jus.
C'est clair qu'après la visite du salon de Tokyo, la Supra paraît être classique, mais seulement aux yeux d'un tuner japonais, car en France et même en Europe, peu d'engins du même acabit circulent. En tout cas, nous, on a la chance de trouver cette Supra dans les limites de l'Hexagone et de pouvoir la détailler de A à Z. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les lecteurs de GTI Mag? Y a pas à dire, on vous gâte proprement. Déjà, une Supra esthétiquement ça parle. Et d'origine, sa puissance envoyée par un bon gros 6 cylindres 3 litres biturbo avoisine les 300 chevaux. Quand en plus, elle passe entre les mains d'un tuner averti, on ne peut qu'apprécier la qualité de réalisation et un feeling justement emprunté aux préparateurs japonais. Ultra Tuning avait déjà montré son bestiau dans les pages d'Oxide, mais à l'époque, kit carrosserie, éléments carbone, déco et jantes étaient différents ou absents. Dorénavant, la Toy arbore un somptueux kit carrosserie en provenance de chez Top Secret, pour une part et Trial de l'autre. La Supra gagne ainsi en agressivité, sans non plus tomber dans le piège fatal de la surenchère d'accessoires. La carrosserie, lors de sa première prépa, avait subi un lissage de caisse, avec par exemple la suppression des répétiteurs, et ses ailes avaient été élargies de 3 cm devant et 5 cm à l'arrière. Pour parfaire ce lissage, Eric a ajouté une petite déco latérale, relativement discrète, histoire de casser un peu la ligne. Déjà, ces modifs proprement réalisés ajoutent du panache à ce monstre, sans le dénaturer une seule seconde. Le capot intégralement en carbone est directement venu de chez TRD, le spécialiste officiel Toyota. On apprécie la qualité de cet élément et même s'il est quand même onéreux de l'importer en France, le jeu en vaut clairement la chandelle. Le capot carbone n'est pas le seul accessoire bénéficiant d'un traitement carbone. Eric a aussi installé un aileron Sea-West, bien dominant et complètement dans l'esprit. Il surplombe l'arrière de la Supra mais se montre finalement moins massif que l'aileron originel. Perso, on aime bien les pieds de fixation bien présents au centre et en carbone, ça donne de l'élégance à l'aileron. Pour finir les parties carbone, les rétros d'origine sont substitués par des modèles carbone de type F1. A la base, Eric avait installé des jantes Azev en 19 pouces. Il est clair que les jantes Roja, maintenant montées, sont plus en adéquation avec le nouveau look de la japonaise. La finition chrome donne un peu plus d'éclat à l'ensemble. Bon, c'est clair, cette Toy est très agréable à regarder et sous tous les angles. Mais qu'en est-il de la conduite ? Le mieux, c'est de laisser le gars s'exprimer et nous donner ses impressions. C'est un plaisir à conduire, quoi, hein. C'est vraiment une voiture, je dirais, polyvalente. On peut l'utiliser vraiment tranquillement en roulant à 90 km/h sur une route, notamment grâce à la boîte auto. Ou alors se faire vraiment plaisir en poussant grâce au boîtier HKS, la pression de turbo à fond pour être à 490 chevaux. Et là, ça se transforme plutôt en avion, hein. Évidemment, quand on a 490 bourrins prêts à bondir à chaque pression sur l'accélérateur, on peut se permettre de dire que c'est une caisse agréable à conduire. En tout cas, la prépa HKS, honte à tous les passionnés du tuning nippon qui ne connaissent pas ce préparateur. La prépa HKS est donc aux petits oignons. Au chapitre des modifs, on trouve une admission dynamique des soupapes de décharge SSQV pour Super Sequential Blow-Off Valve, une pompe à essence et injecteur gros débit, intercooleur S-Type, des turbos Timmer Type 1 métriques à régulation électronique, bref, que du lourd. Mais c'est à l'intérieur que se situe une commande électronique très intéressante. Eric, à toi. Donc on a installé dans la Supra le dernier petit délire visuel et technique de chez Pioneer, le VDP1. C'est un petit boîtier qui permet d'analyser en permanence les performances de la voiture. On a par exemple des données assez fun comme les jets à l'accélération, à la décélération, les jets latéraux, la puissance de la voiture, le couple. On peut également enregistrer des données, ça fait office de mouchard dans le véhicule, hein, et après retracer l'ensemble des données en temps réel. Ok. Ça, c'est un appareil d'enfer. Mais on aimerait bien voir comment ça marche cet engin. Une petite démo ? Donc le VDP1 en fait c'est plusieurs modes d'affichage.
On a un mode digital comme ça où on peut sélectionner toutes les données qu'on désire. Par exemple, si on souhaite changer l'une ou l'autre jauge, il suffit de la descendre. On passe de la vitesse au contour, au jet à l'accélération, l'inclinaison de la voiture. Il y a vraiment une multitude de données qu'on peut voir affichées. Ensuite, il y a des modes un peu plus fun, entre guillemets, où on voit carrément en fait le véhicule virtuellement qui se profile sur une route qui défile en fonction de la vitesse de la voiture. On peut changer le paysage, avoir des paysages plutôt urbains, plutôt dans la nature comme on le voit ici. Le petit côté fun en plus, c'est que le système est paramétré avec l'heure et quand la nuit tombe, on voit le paysage qui s'obscurcit, les feux du véhicule qui s'allument. Sinon, en mode futuriste, on a un mode en 3D, un mode cyber, où là le véhicule, en fait, on voit le moindre mouvement du véhicule qui se profile en fait sur les flèches à droite et gauche, devant, derrière. On voit les jets que subit la voiture et donc le pilote aussi qui s'affiche à l'écran. En augmentant un peu le volume sonore du CD, on se rend compte qu'il y a des immeubles en fait sur la partie du fond qui varient avec la musique. Donc c'est un petit ensemble, un petit système à la fois ludique et assez fun, quoi, hein. Voilà un dernier mode en fait qui est directement inspiré de l'afficheur qui est implanté d'origine dans la Skyline R34. C'est les courbes de puissance. Donc il y a différentes courbes qu'on peut voir affichées à l'écran, la puissance, la vitesse, enfin ce qu'on désire qui est paramétrable sur le système, les jets latéraux, les jets à l'accélération. Et donc là on obtient vraiment des courbes de puissance sur une courbe de temps, sur 60 secondes par exemple. On peut voir la quantité de puissance qu'on a utilisée ou la donnée qu'on souhaite. Et donc toujours sur la partie latérale, on a la vitesse et la partie tachyométrique, donc le contour. Ça, c'est de l'explication bien construite. C'est cool. Même pas besoin d'apporter plus de précision, Eric se montre être un excellent instructeur. Pour finir, on reste quelque temps sur la sellerie faite par d'Avril, qui a juste apporté une nuance au siège et banquette avec la couleur argent. On vous laisse en compagnie de la Supra et le temps de dire ouf. On se retrouve au Bourget pour la séquence drifting que Didier vous a promis une fois de plus, un sujet qui envoie avec des images tout en slide. Vous vous rappelez de notre reportage aux États-Unis pour le SEMA Show 2004 ? À ce moment-là, on vous avait annoncé en avant-première le Yokohama Drift Show qui s'est déroulé au Paris Tuning Show 2005. À Las Vegas, Patrick Lost, l'importateur Yokohama en France, avait carrément halluciné sur la prestation des pilotes japonais ou américains et sur l'enthousiasme des spectateurs. Il décidait alors d'importer le phénomène drifting en France. On y va! Au Paris Tuning Show, ce ne sont pas les pilotes nippons qui manient le volant, mais leurs homologues anglais, qui, comme vous le voyez, savent ce que le mot dérive signifie. De plus, l'organisation a demandé à Philippe Dan de Mulsanne de commenter l'événement, ses connaissances du drifting étant largement reconnues.
D'ailleurs, Philippe a créé le seul site explicite en français uniquement consacré à la discipline, drifting.fr. Nous, on vous le conseille vivement. Le drifting se court en duel et vous avez constamment à ajuster votre vitesse par rapport au véhicule qui vous précède. Donc, il est dans la règle de respecter son adversaire. vous avez eu droit à la première démonstration de drifting en France. C'est un événement exceptionnel. Jusqu'à présent, ça ne se passait qu'outre-Atlantique ou au pays du soleil levant. Cette année, Yokohama nous a apporté le drifting en France. On a une chance exceptionnelle. On a eu très peur à cause de la neige. Finalement, la piste a séché. Les pilotes sont merveilleux. Les voitures fantastiques. On a le bruit, l'odeur. Tout est bon. Ça drift en France. Merci Mr. Dan. C'est sympa d'avoir traversé la moitié de la planète pour venir apporter ton expérience. Trop cool. Organiser un tel show n'est pas rien. D'une part, il faut faire venir des pilotes et des voitures. D'autre part, il faut prévoir une piste adéquate en respectant les règles de sécurité. Yokohama, en tant que sponsor, fournit les pneumatiques nécessaires au show. Comme vous le voyez, les pneus sont entièrement pulvérisés après quelques tours de piste. Ce sont donc des centaines d'exemplaires qui sont montés et démontés. Autant vous dire que les mécanos ne chôment pas. Le spectacle ne s'arrête pas à quelques démonstrations, les organisateurs ont prévu une session spéciale où les spectateurs peuvent s'embarquer avec le pilote et ainsi vivre un drift sur quelques tours de piste depuis l'intérieur. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Nous, on avait eu l'occasion de le faire à Las Vegas et c'est clair, on peut vous dire que c'est impressionnant tant par les sensations que par la maîtrise du pilote. On peut dire que le drifting est une compétition vraiment attractive. Le spectacle est hyper visuel, le pilotage est remarquable, l'esprit de compétition est présent,
l'ambiance est fun, bref, les ingrédients qui font du drifting une épreuve unique. Comme on vous sait insatiable et avant de s'envoler vers la prochaine destination, retrouver une Hawaiian Beetle qui va bien, on termine sur quelques images du Yokohama Drift Show à Laura. Bon d'accord, pour l'ambiance soleil-plage, chemise à fleurs et tongs, on repassera. Heureusement que la Beetle de Dosba se suffit à elle-même et nous propulse virtuellement à quelques milliers de kilomètres de l'Europe, au beau milieu du Pacifique. Le talentueux carrossier de Tarnos est complètement fan du Hawaiian lifestyle et c'est pas la Beetle qui va le contredire. Nous sommes en présence d'un des plus beaux projets de la saison qui mérite bien le respect. Sous son apparence fleurie, la Beetle accuse d'un travail de longue haleine et des modifs aussi discrètes que difficiles à effectuer. On est sûr que tout passionné que vous êtes, vous avez déjà remarqué de quoi on est en train de parler. Du lissage bien sûr, c'est là que se situe l'essentiel du travail. Les logos Volkswagen, les répétiteurs, les clignotants et le cache pour l'anneau de remorquage passent directement à la trappe. Pas de quiproquo, on n'en veut pas. En plus, Laurent le proprio s'est cassé le dos à modifier la partie basse du bouclier pour n'avoir au final qu'une simple ouverture. Exit donc la barrette qui devait supporter les anti-brouillards. En tout cas, c'est toute la face avant qui gagne en sobriété. Pour rester street legal, les clignots sont réintégrés dans les projecteurs, du beau boulot. À l'arrière, même combat. Lissage intégral et éjection du superflu comme le troisième feu stop ou l'antenne, et aussi il faut noter qu'une particularité très... particulière.
Le carrossier s'est pris la tête à supprimer le logement de plaques d'immatriculation, un gros travail pour un résultat tellement logique. Les flancs sont eux aussi lissés, les barillet de porte évincés, et détail qui tue, les poignées sont réduites de quelques millimètres pour ainsi gagner en finesse. C'est à la limite du masochisme. Quant au graphique, c'est du grand art. C'est tout de même la spécialité de la maison, il est clair qu'elle ne pouvait être qu'exceptionnelle. Les couleurs sont bien choisies et parfaitement associées, les formes sont élancées, et les fleurs hawaïennes sont harmonieusement parsemées, le tout sous 2 couches de vernis, c'est tout simplement magnifique. L'ambiance Hawaï est encore soulignée avec les jantes 19 pouces chromées de chez P&W, et comme par hasard, ce sont des modèles Hawaï. C'est dingue, non ? Pour fixer le tout, une suspension pneumatique GAS est installée et garantit une garde au sol inexistante. Dans l'habitacle, Creatis Sellerie revêt les sièges, la banquette, l'intérieur des panneaux de porte et une partie du tableau de bord avec du simili-cuir, gris clair et alcantara. Le reste de l'habitacle est entièrement dédié à la sono focale et il faut bien avouer que l'install a quelque chose de magique. Le tableau de bord reçoit un kit éclaté 3 voix et une voix centrale dans des emplacements sur mesure. Un autre kit identique prend place dans les panneaux de porte. Dans le coffre, même délire, 3 subs focales de 27 cm et des amplis Audison sont installés dans un caisson en poly parfaitement designé. Du grand art. Comme d'hab, on se sauve avant la fin et on se retrouve direct au GTI Tuning de l'Est où nous attend les premières prépas de la saison à Thal. Le GTI Tuning de l'Est annonce le début de la saison tuning. Après lui, les meetings s'enchaînent et se déchaînent avec des rendez-vous importants comme le meeting tuning du Sud-Ouest, également en reportage dans ce numéro de GTI Mag, l'incontournable GTI Tuning International, pour finir en beauté au Cap d'Agde pour le GTI Tuning du Sud, sans compter tous les autres meetings de petite ou moyenne envergure. Si c'est pas encore une nouvelle belle saison qui se profile, ça. Bon, vous allez dire, le soleil n'est pas encore au rendez-vous, et donc on ne se sent pas vraiment au début de la saison, mais qu'importe, les nouveaux projets ont fait le déplacement, et les visiteurs aussi. On ne va pas vous phraser, les images sont explicites, non ? On va direct au show tuning, là où se situe l'âme du meeting. Comme d'hab, les caisses sont bichonnées, les proprios mettent toutes les chances de leur côté pour espérer finir le week-end classé au top 20. Une fois de plus, les juges ont plutôt intérêt à garder les yeux grands ouverts, car les amateurs ont encore fait très fort. Bien sûr, il y a tous les constructeurs représentés et tous les styles sont également à l'honneur. On ne va malheureusement pas montrer toutes les caisses fixées de ce show tuning, mais juste faire un rapide tour d'horizon et faire passer le message à tous ceux qui n'ont pu venir assister à la manifestation 2005 s'annonce terrible. Alors à tous ceux qui sont en train de fignoler leur projet pour l'événement tuning ce début de 3e millénaire, à savoir le 10e GTI Tuning International, attendez-vous à une rude concurrence. Tous les tuneurs amateurs et professionnels veulent repartir avec le top 20 anniversaire.
Ce qu'on va faire, on sillonne les allées du show tuning et on s'arrête sur des caisses représentatives des traitements tuning différents et tendances. On vous montre quelques détails intéressants ou des points de finition réussis et vous faites votre propre opinion, un petit peu d'interactivité, que diable. Alors, satisfait? C'est pas un beau show tuning ça? Allez, on quitte le site pour se rendre devant le podium où la troupe Cool et Sexy nous attend pour leur prestation. Pas besoin de commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Bon show! Bien évidemment, les shows mécaniques sont aussi à l'honneur et comme d'hab, les pilotes assurent une démonstration d'anthologie. La piste est bien adaptée et permet aux runners de s'exprimer à volonté. A noter qu'Océan Événement a prévu cette année de proposer une petite séance de drifting. On vous l'a dit et répété, cette compétition est devenue incontournable.
Pour terminer le week-end en beauté, quoi de mieux que le top 10 et son défilé de caisses les plus démonstratives. Cette année, certains présidents de club tuning sont conviés à participer au top 10. Ils doivent donner une sélection de 3 voitures. GTI Mag décide d'impliquer les amateurs dans l'attribution des récompenses. Plutôt une bonne nouvelle, non ? On finit sur le premier top 10 2005. Nous, on a juste le temps d'attraper un TGV pour Bordeaux, où la BMW Bad Rider nous attend, prête à faire quelques tours de piste. On sent d'ici les pneus partir en fumée. Et voilà, le temps d'un éclair et on se retrouve à nouveau à Bordeaux chez IMSA, où la BMW Bad Rider a vu le jour. Le projet issu des méninges de Denis Bordier est en tête d'affiche du 9e meeting tuning du Sud-Ouest, celle qui a marqué le temps d'un changement. Vous l'avez remarqué, l'événement a déménagé de Mérignac à Bordeaux-Lac. Tout comme la qualité du projet, on a affaire à une PM. Ce n'est pas rien quand même. Bon d'accord, vous étiez nombreux à la désirer, mais seulement l'un d'entre vous a remporté le gros lot, ça n'empêche pas de la détailler sous tous ses angles. Vent d'Ouest a eu le nez fin, car avec l'arrivée du drifting en France, le tuning prend une nouvelle ampleur avec un style encore très proche du sport automobile. La BMW Bad Rider en est la digne représentante. Ce que vous avez devant les yeux est une véritable bombe atomique, c'est beau, ça propulse, bref c'est de la dynamite en barre. Esthétiquement, la prépa est réussie. Un E36 au look E46 pour la face avant, ça envoie grave. Quand en plus le projet présente une robe aussi aboutie, il n'y a qu'un mot qui vient en tête, cruising. Imaginez-vous au volant de la Bad Rider. C'est pas bon de rouler sur des routes inondées par le soleil et dépourvues de tout obstacle. Allez, on le sait, c'est un trip que n'importe quel passionné de tuning se doit de respecter. Bon, assez de philosophie idéologique, passons aux détails de la BM. Tout d'abord, un kit carrosserie Seidel est installé, ce qui permet à une E36 de ressembler à une E46, avec en plus des lignes plus agressives sans tomber dans le piège de la démesure. Quelques éléments siglés M3 viennent compléter l'ensemble, c'est judicieusement choisi, c'est propre. Pour parfaire le tout, un aileron Too Hot est apposé, ce qui renforce le style drifting décidé. Les jantes VR5 Barracuda en 8 et 9 par 18 chaussées avec des Continental 225-40 et 235-35 sont le complément idéal à la préparation. La garde au sol, revue grâce au combiné fileté Bilstein, colle la BMW au bitume, ce qui est absolument nécessaire. Pour le freinage, Denis fait appel à Rotor Disc pour lui garantir un mordant supérieur à l'origine. À part ça, il faut noter les rétros ASD type M5, le lissage de la malle, le traitement de vitre orange en parfaite corrélation avec la peinture biton gris-orange réalisée par West Coast Cruisers. L'habitacle est lui aussi revu pour présenter les mêmes couleurs que l'extérieur, gris et orange. C'est Espace Céleri 3000 qui se charge des travaux et on peut dire que le résultat est à la hauteur des espérances, c'est parfait. Cuir et Alcantara se mêlent pour contrer l'austérité caractéristique d'une BMW. Pour apporter une touche plus racing mais somme toute classe, des sièges et des harnais Momo Corse sont positionnés, tout comme un arceau 4 points entièrement poli. Un volant, un levier de vitesse et sa platine du spécialiste italien Isotta sont installés et les éléments en plastique sont couverts d'un carbon look. Y a pas à dire, c'est du grand art. Bien évidemment, une sono prend place, impossible de penser faire un projet de ce niveau sans une install hi-fi haut de gamme. Panasonic et Phonocar se chargent de l'affaire et procurent le meilleur de leur production, c'est clair, la sono est faite pour gâter les tympans du nouveau proprio,
que du bon. Bon allez, on vous laisse rêver et nous on prend une pause avant notre prochain périple, à savoir le 10e GTI Tuning International. Le rendez-vous immanquable de la saison 2005. Un dernier mot cependant, le kit carrosserie Seidel et les jantes Barracuda ont été fournis par le regretté Christophe de Sturny, sponsor de la BMW 325 IS Bad Rider, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Un grand merci pour sa vraie passion, notre activité à tous, le tuning. Bon, c'est pas le tout, on doit préparer le 10e GTI Tuning International, il faut être en forme car cela s'annonce énorme. Profitez de ces dernières images et on se retrouve dans quelques semaines. See you.